Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons poursuivre notre discussion autour de la pièce Cannibale de José Plia. Je rappelle brièvement, c'est une pièce créée en 2004, une pièce à 3 personnages, 3 femmes, autour d'un thème, la disparition d'un enfant. Alors, Nicolas, quand l'enfant paraît, c'est un bouleversement dans la vie d'une femme, mais sans doute aussi d'un homme. Et quand l'enfant disparaît, c'est un tremblement de terre. La pièce ne parle pas n'exprime pas tant que ça le sentiment de perte. La perte de l'enfant ramène plutôt les personnages à leur désir d'enfant, à pourquoi elles ont voulu avoir un enfant. Et c'est peut-être ça qui permet de mieux mesurer cette perte, mais au final, c'est plutôt, il me semble, cela qui est mis en avant. Bon, c'est un enfant qui n'est plus. Et Christine se présente ici comme une femme, elle est démontée. Je dirais peut-être pour utiliser un terme psychanalytique, c'est une femme castrée d'une partie d'elle-même et c'est ce qui est ici thématisé. Quand on parle de la disparition ou de la perte d'un enfant, en général, on a tendance à plaindre la mère. Oui, alors, ce qui était intéressant, évidemment, c'est que cette pièce a été écrite par un homme qui, donc, nous dit-il dans des interviews, a connu l'expérience de la perte d'un enfant et il note que de cette expérience, lui, en tant que père, a été rapidement évacué et que toute la sollicitude de l'entourage s'adressait essentiellement à la mère. Et c'est donc un petit peu ce rapport-là qu'il a voulu, son rapport à lui, d'homme, qu'il a voulu incarner à travers ces 3 femmes. Là aussi, je crois que dans la création de la pièce, les choses se sont un petit peu enchaînées, puisque en fait c'est Jacques Martial qui est venu voir José Plia pour lui demander d'écrire une pièce. Il n'avait pas de thème à proposer, mais il avait déjà un casting justement de 3 femmes, de 3 actrices. Et José Plia, là aussi, a dit que c'est ça également qui l'avait intéressé, de faire résonner des voix exclusivement féminines. Mais voilà, tout ce qui est intéressant, c'est que finalement ces voix féminines interrogent cet instinct maternel, ce désir de maternité, tout en peut-être en cachant par en dessous une interrogation toute masculine. Absolument. Et d'ailleurs, pour revenir à cette question de l'instinct maternel que tu évoquais, Nicolas, toutes les femmes ne sont pas égales devant la maternité. Je fais ici référence à un ouvrage d'Elisabeth Badinter qui s'appelle « L'amour en plus » et dont la thèse centrale est que dans nos sociétés, au XXe ou XXIe siècle, on part du principe que l'instinct maternel est inné. Or, Badinter, se basant sur des études empiriques, exprime le fait que l'instinct maternel, c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui n'est pas nécessairement là. Alors, on voit aussi, et c'est peut-être ici une digression, mais je vais faire vite, entre la France et l'Allemagne, il y a une vision de l'éducation, de la maternité, une vision, je dirais, très, très différente. Donc, cet instinct maternel, ici, il est exacerbé par la disparition de l'enfant, et puis il occulte complètement la souffrance paternelle. Oui, donc selon elle, cet instinct maternel, contrairement à ce que dit le mot instinct, est en fait une construction, et on le voit, on retrouve un peu cette idée dans la pièce, puisque Nicole provoque Christine, mais en même temps qu'elle la provoque, quelque part, elle essaye aussi de la convaincre, et Christine est loin d'être sourde à cette argumentation, donc en lui disant que finalement c'est une chance pour elle d'avoir perdu son enfant,
cet enfant qui est finalement une forme de servitude, d'aliénation. Donc elle, justement, nie totalement l'instinct maternel, et ce sera au contraire la voix de Martine qui, elle, exprimera cet instinct dans ce qu'il a parfois aussi d'excessif. Donc c'est une façon effectivement pour peut-être cet homme qu'est José Plia de réfléchir et de déconstruire cette notion d'instinct maternel, mais plutôt que de le faire à travers un essai comme Badinter, lui choisit la forme théâtrale avec cette confrontation des personnages plongés dans une situation radicale, le moment où ce qu'on pourrait appeler la mauvaise mère, celle qui s'est endormie alors qu'elle avait la charge de son enfant, découvre que celui-ci a disparu. Oui, absolument. Alors, face à ce thème qui, je trouve, est résolument moderne, parce que on conviendra du fait que l'enfant, c'est en anglais, mini-me, c'est aussi une incarnation de l'ego, c'est un alter ego, et ce thème universel, évidemment, il gagne à être transposé au théâtre. Alors, c'est une pièce, je pense, qui est relativement facile à mettre en scène. Alors, quelles sont, d'après toi, les potentialités de cette mise en scène? Les potentialités, je dirais que au moins les mises en scène de Jacques Martial et de José Plia les exploitent. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans un univers qui n'est pas du tout réaliste, donc on va choisir un décor qui sera certainement épuré. En tout cas, c'est le choix que fait José Plia, qui compte non pas tellement sur les affaîtries d'un décor soigné et recherché, mais sur une dramaturgie de la lumière, avec notamment donc l'entrée en scène de Christine, qui se fait dans une sorte de labyrinthe de lumière, devant évoquer, c'est ce qu'il expliquait dans une interview, un petit peu le personnage d'Alice au Pays des Merveilles quand elle pénètre dans le terrier à la recherche du lapin. Donc c'est un petit peu cette entrée dans un univers qui n'est pas du tout celui de la vie quotidienne, mais un univers onirique, un espace mental, puisqu'on a dit que ces trois personnages, finalement, c'était probablement trois projections, trois incarnations de la même personne, avec la tentation d'être la mère toute donnée, ou au contraire, la tentation d'être celle qui refuse de jouer son rôle de mère. Donc il y a évidemment cet aspect-là. On peut aussi dire que c'est une pièce qui repose essentiellement sur le verbe, sur la parole, sur la langue donc de José Plia. Il le revendique pleinement par rapport à un théâtre qui, au XXe siècle, a souvent pris ses distances avec le texte. José Plia, lui, dit non, ma pièce, ce sont d'abord des mots, et des mots qui ont une musicalité, et que ce soit Martial ou Plia, quand ils le mettent en scène, il est frappant, quand on écoute des extraits, de voir effectivement tout le travail de rythme, d'intonation, cette façon de faire se superposer les mots de manière à créer des effets sonores. Les deux disent que c'est une partition musicale qui doit être jouée. Donc c'est effectivement ce verbe qui est tout puissant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que les coups de théâtre, les rebondissements de cette pièce reposent là aussi sur le verbe, puisque le rebondissement principal, c'est lorsqu'on apprend qu'en fait c'est Martine qui a volé le landau de Christine, et puis ensuite on apprend que ce landau, en fait, était vide. Eh bien, on se rend compte quand même que nous avons été trompés dès le début par toutes les longues descriptions que Martine fait de son fils qui dort, qu'il ne faut pas réveiller, du bonheur qu'il lui inspire, qu'il ne pleure jamais. Et tout ce discours fait que personne n'a eu la présence d'esprit d'aller vérifier son existence dans le landau. Absolument. Alors, bon, là, tu y vois tu mets l'accent dans ta lecture du texte sur la langue, et tu as parfaitement raison, parce que je pense que c'est là,
on va dire, le talent de José Plia, mais au niveau de la mise en scène, par exemple, moi je verrais des actrices, alors femmes noires, femmes blanches. On pourrait très bien montrer sur scène des iconographies de la famille bourgeoise au XIXe siècle. On pourrait montrer à quel point l'enfant est un attribut constitutif de l'identité. Donc il y a quand même pas mal de potentialités de mise en scène. Oui, jouer sur les projections qui sont très à la mode dans les mises en scène contemporaines et qui ici coïncideraient bien avec le propos de la pièce, puisque finalement cet enfant, c'est une projection. C'est tout ce que la mère projette sur son enfant qui ici trouve son incarnation. Donc ça pourrait évidemment être une idée. Un détail aussi qui était intéressant dans la mise en scène de José Plia, c'est le landau qui en fait était un caddie de supermarché qui a été vaguement déguisé en landau. Et il s'explique là-dessus en disant que quand il a connu le deuil de son enfant, donc première chose, voilà, les condoléances allaient plutôt vers la mère, mais il a remarqué que très vite, l'une des questions qui revenait, c'était par exemple ce qu'ils allaient faire du landau, maintenant qu'il n'y avait plus d'enfants pour l'habiter. Et donc, ça l'a frappé que ce drame, tout à coup, verse dans des considérations purement matérielles, pécuniaires, et cette marchandisation, il a voulu l'incarner dans cet objet du landau. C'est une pièce qui se prête à une mise en scène créative, et moi, je la verrais très bien ici, dans un théâtre berlinois contemporain, connu pour la modernité de ses mises en scène. Ce théâtre, c'est la Schaubühne, et je trouve que cette pièce, Cannibale, y aurait tout à fait sa place. Alors, on va suggérer cela à Thomas Ostermayer, n'est-ce pas? Je t'en prie. D'accord. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Nous espérons que notre discussion vous aura donné envie de lire la pièce et puis de la voir. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la prochaine fois.